Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on continue avec les débats et le commentaire de l'actualité avec Frédéric Dabi qui est là ce matin, directeur général de l'IFOP. Et vous avez publié Parlons-nous tous la même langue qui paraît aux éditions de l'Aube. Et vous êtes là avec votre co-auteur. Bonjour Brice Sokol. Vous êtes politologue, essayiste. Vous avez également participé à ce livre tout à fait intéressant. Comment les imaginaires transforment la France, où vous abordez en plusieurs chapitres les écarts qui peuvent se faire ressentir entre cette France dite sur les régions et sur la différence, je trouve pas mes mots ce matin, avec la métropole, absolument. Et Dieu sait si on en parle ce matin avec les agriculteurs. Patrick Vignal, l'ancien député Renaissance de l'Hérault, bonjour. Bonjour. Et Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre. Parlons-nous tous la même langue. La France est-elle fracturée? On a cette notion d'archipélisation, bien dit, de la France qu'évoquait également un de vos collègues. Absolument. On va parler du Mercosur et de bien d'autres sujets avec vous également, Jordan Bardella. Et on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors Mehdi, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule sur l'opposition qu'on fait entre la France du rugby et la France du foot. Alors, je m'inscris en faux contre ça. Je trouve que c'est une idée qui est totalement reçue. J'aime d'ailleurs pas du tout cette idée. Faut reprendre ce qui est devenu le foot aujourd'hui dans la société française. Quand par exemple on regarde le foot qui a totalement quitté Canal+ et Canal+ qui a totalement investi dans le rugby, on voit bien qu'il y a un jeu qui est fait à ce niveau-là. J'ajouterais que lorsqu'on regarde les audiences qui ont été notamment sur le France-Nouvelle-Zélande, on parle de 7 millions de personnes qui ont regardé le rugby, un peu moins de 5 millions, je crois que c'est 4,5 pour France-Israël. 5,1 voilà, et un peu moins, je crois que ça doit être dans les mêmes eaux pour le France-Italie. Mais en fait, c'est oublier complètement ce qui est devenu le football. D'une, on s'ennuie devant l'équipe de France, il faut le dire. Il y a un effet d'usage, on est usé de voir cette équipe. Il y a aussi cette espèce de situation qu'on a avec Didier Deschamps, on s'ennuie littéralement. Et puis, lorsqu'on voit aussi l'équipe de France de rugby, par exemple, moi j'étais au Stade de France samedi, il y a aussi toute une... En fait, c'est pas juste un show, c'est pas juste un match de rugby. Lorsqu'on voit, par exemple, l'avant-show, c'est-à-dire les hymnes nationaux, il y a quelque chose qui est vécu. D'ailleurs, il y a toute une histoire à raconter sur l'hymne national. Et en fait, le sport est devenu un divertissement en plus d'être un sport. Là où le foot, c'est totalement, je trouve... perdu, il n'y a plus cet aspect-là. On voit trop de matchs. Maintenant, on fait des compétitions de matchs amicaux avec la Ligue des Nations, ça n'a plus aucun sens. Les gens s'ennuient devant l'équipe de France. Et juste opposé Mais pourquoi la question, c'est le pourquoi aussi. Pourquoi il y a un rejet au-delà de ça? Pourquoi il y a un rejet fondamental de cette équipe de France? Je vais donner un exemple. Par exemple, moi, je vois entre 50 et 100 matchs de foot à l'année. Je suis supporter de Manchester United, je suis un enfant de Canal+ pour le coup, je souffre depuis 10 ans. Pardonné. Voilà. Je souffre et je regarde quasiment aucun match de l'équipe de France. Pourtant, j'adore l'équipe de France, mais je regarde que les compétitions. C'est ce qui m'intéresse, voir des matchs de l'équipe de France toutes les 3 semaines, un France-Liechtenstein, à titre personnel, ça m'intéresse pas. Par contre, voir un France-Nouvelle-Zélande, un France-All Blacks, un France-Afrique du Sud, là, ça m'intéresse. Parce que l'équipe de France de rugby, elle a ce truc. C'est le crunch, le France-Angleterre, c'est toujours quelque chose qu'on regarde. Mais donc, il y a bien une opposition entre le rugby et le foot. Oui, mais elle n'est pas forcément sociologique, elle n'est pas forcément politique. Elle est sur intérêt pour vous. Moi, j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde de foot Patrick 98 Vignal. à Montpellier. Et en 2007, on est allé signer la Coupe du Monde de rugby. Si vous voulez, moi qui suis judoka, le rugby, il y a de la violence sur le terrain, dur, et la troisième mi-temps, il y a la fraternité. Alors qu'au foot, il y a une démarche différente. Pour moi, le rugby, c'est un sport de combat, un art martial. Collectif. Et si vous voulez, la démarche est différente dans la pédagogie, dans l'apprentissage du rugby. Ce que je regrette au football, moi, quand j'ai étudié un peu le football, c'est que les supporters aujourd'hui, une majorité, ne servent pas à la cause du foot. Alors que rugby, moi, j'ai des images énormes où les supporters sont capables de s'embrasser, faire la fête ensemble. Et je ne sais pas si on pourrait retrouver ça dans le foot. Et moi, j'y croyais justement dans des quartiers populaires, parce que je pense que techniquement, le foot est assez exceptionnel. Mais je crois qu'on a perdu la notion de fraternité, de combat, et après le combat, on s'embrasse. J'ajouterai un point après dessus. Alors, vous ne l'évoquez pas dans le livre, il n'y a pas... Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'on ne l'évoque pas parce que, en plus, le livre a été fini avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais c'est vrai qu'on parle d'une France divisée, fracturée. Un des rares leviers qui crée du commun,
On l'a vu lors de la Coupe du Monde 2018, celle de 2022, celle du rugby, les Jeux Olympiques, c'est quand même le sport. Alors, j'entends ce que vous dites sur le football et l'équipe de France. C'est vrai qu'on sent que la machine est usée, trop de matchs tuent les matchs. Pour autant, je suis frappé à des moments particuliers parce que ce qui s'est passé au Qatar en 2022, c'était il y a à peine 2 ans. Le pays se retrouve derrière l'équipe de France, alors même que, rappelez-vous, tout le contexte avant la Coupe du Monde du Qatar, sur le boycott, sur quelle idée d'avoir donné à un pays qui n'a aucune tradition de football et qui a une tradition d'argent, si je puis dire, à tout le monde. Donc c'est peut-être un peu conjoncturel, mais c'est vrai que, comme vous, à titre personnel, le rugby, les valeurs que ça véhicule créent peut-être, plus de commun, d'affect et de proximité identificatoire que le football. Même dans les profils des joueurs, d'ailleurs. Oui, oui, moi je partage complètement l'analyse de Frédéric, c'est-à-dire que le rugby, on le sent encore ancré dans les territoires. On sent un sport qui est pas totalement arrivé à maturité professionnelle, où la valeur de l'argent n'est pas l'unique valeur. Et lorsque on se retrouve un petit peu dans cet ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a la notion de territoire, la notion de valeur, la notion d'identité territoriale, on la ressent dans le rugby et on ressent dans le football, malheureusement aujourd'hui, plutôt trop cette marchandisation du sport. Et moins la notion de valeur. Voilà, si j'avais à opposer un peu les deux. Il y a quand même une opposition. Vous la niez, non, c'est pas que je la nie, c'est que je trouve ça beaucoup trop trivial de faire le. En fait, lorsque vous dites le rugby, pour moi, c'est vrai que c'est un sport de terroir. Pour le coup, c'est vrai. Et on peut faire une différenciation géographique. Par contre, le football, lui, se veut universel. C'est très simple de jouer au football. Vous prenez un ballon, vous allez dans la rue. Pour le coup, le football, il est universel. Le rugby, c'est beaucoup plus compliqué de jouer au rugby avec ses copains sur le bitume. Mais là, on parle des valeurs. Oui, mais les valeurs... Quelqu'un me dit comment s'identifier à des joueurs de foot qui arrivent comme des top modèles habillés en marque de luxe alors que beaucoup de supporters ont des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on a des joueurs... mais là, il faut saluer le travail qui a été fait par... Oui, mais là, du coup, il faut saluer le travail qui a été fait par la Fédération française de rugby. Tout le travail. Qui regardait l'équipe de France de rugby il y a 10 ans quand elle était pas loin de la cuillère de bois aux 6 nations? On a perdu face à l'Italie aux 6 nations. C'était un choc à l'époque. Personne ne regardait ce moment-là. Personne ne parlait des valeurs du rugby. Par contre, le foot, effectivement, il y a ce côté foot business, il y a ce côté argent, et il y a la multiplication des matchs. On ne sait même pas où regarder les matchs. En fait, c'est énervant. Moi, je regarde beaucoup de matchs de foot. Mais en fait, l'équipe de France, ça m'intéresse pas parce que je vois déjà mon club. J'ai pas envie de m'agacer à regarder un France-Suisse, un France-Allemagne, un France-Italie parce que je trouve pas ça intéressant. Christine Bouillot qui nous écoute me dit débat vieux comme le sport, attention au rugby. Au dire du président de la fédération, il y a aussi des démons, la cocaïne, la troisième mi-temps et c'est même Galtier qui le dit. Donc, vous vouliez ajouter quelque chose? En plus, la période que vous évoquez d'un désintérêt pour le rugby il y a une dizaine d'années faisait suite à une période faste, la victoire contre le All Black en 99, la Coupe du Monde de 2007. Donc c'est vrai que sur le foot et le rugby, il y a une dimension peut-être conjoncturelle qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vrai que quand on parle de l'amende de Mbappé, 75 millions d'euros, c'est déconnecté. Il y a une vraie déconnexion, comme Brice le disait. Et puis vous parliez des hymnes. C'est vrai quand on voit ces joueurs chanter à plein poumon. Alors les hymnes, du coup, c'est intéressant parce que l'hymne, alors que les joueurs de foot, peinent à articuler. Je me pose la question de savoir s'ils connaissent du coup, même l'hymne national. Là-dessus, c'est intéressant parce que, alors moi, c'est pas de ma génération, mais il y a 30 ans, 40 ans, donc Platini c'était il y a 40 ans, il chantait pas l'hymne national. Dans le football, le fait de chanter les hymnes, par exemple, c'est beaucoup apparu avec le Brésil qui pleurait dans sa Coupe du Monde à domicile. Il y avait même l'Italie maintenant, les joueurs ont l'impression qu'ils sont habités. Le fait de chanter l'hymne, c'est vraiment devenu quelque chose de nouveau. Sauf qu'en France, on le fait pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est fait là-dessus. Mais même, regardez, l'hymne est devenu un produit marketing. Avant, l'hymne commencé. Tout de suite après, on faisait le match de football ou de rugby, alors qu'aujourd'hui, on fait une pause publicitaire. Donc en fait, c'est devenu un produit à part entière. L'hymne est devenu un produit à part entière. Donc je trouve que le côté hymne, le côté cérémonial au rugby est beaucoup plus mis en avant. On le voit avec le haka qui était mis dans le noir, franchement c'était magnifique. Alors qu'au football, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette démarche de faire un vrai produit du coup de l'équipe de France, de l'hymne, de ce côté-là. Allez, allez-y. Juste pour faire un point pour lier le sport et la politique, il y a un événement, on l'a analysé avec Frédéric, qui a marqué vraiment la France et les esprits, c'est Crépol. Ce jeune rugbyman qui décédé suite à une risque. C'était l'entrée de l'insécurité dans les campagnes et
dans la symbolique. C'était une équipe de rugby, c'était la fraternité, c'était la territorialité. Et sur le plan de la symbolique, ça a été très marquant pour une majorité de Français. C'était l'insécurité qui rentre dans nos campagnes. Voilà. Je suis d'accord là-dessus. Je me permets cette parenthèse. Vous avez raison. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous continuons de débattre et de commenter l'actualité avec Frédéric Dabi et Brice Sokol. Alors tous les deux, vous publiez Parlons-nous tous la même langue, comment les imaginaires transforment la France aux éditions de l'Aube. C'est un livre passionnant sur les ruptures qu'il peut y avoir entre le national et les territoires et cette fragmentation. Mais on se retrouve qui se retrouvent sur certains sujets. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général de l'IFOP et Brice Sokol, vous êtes politologue et essayiste. Patrick Vignal est là également, ancien député Renaissance de l'Hérault et Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre. On va parler de votre livre et de cette France fracturée. On va parler du Mercosur et puis de la bourde ou non de Jordan Bardella hier. Un petit mot, puisqu'on parlait de foot. Moi, je voulais avoir votre avis sur Interville, parce que c'est quand même un sujet qui fracture la France. Vous savez, moi, depuis que Guy Lux ne présente plus d'émission, je m'intéresse plus à ça. Mais c'est pas né. Merci Patrick. Est-ce que, alors, le débat sur le bien-être animal, non mais j'en profite parce que vous êtes là aussi, Patrick, c'est un vrai sujet qui fracture. Il y a des communes qui ont refusé d'accueillir Interville en disant s'il n'y a pas de vachette, c'est pas Interville. Mais Bramantombe, vous le savez, moi je suis venu chez vous pour l'épisode de la corrida avec Émeric Caron. Enfin, Émeric Caron, député de Paris, nous disait que les mamans moustiques, faut pas les tuer parce qu'elles sont des bébés. Je l'aurais invité dans une robine dans le Gard, se mettre à poil et voir ce que c'est que se fait les moustiques. Plus sérieusement, moi je défends la course camarguaise au patrimoine immatériel parce que j'ai pas lu le bouquin de nos amis, mais il y a une fracture territoriale. Les gens chez moi, le dimanche, ils vont au taureau. La relation du taureau camarguais aujourd'hui, qui n'est pas tué, quand il meurt, il enterre sur leur terre 1000 chevaux camarguais, les flamants roses. C'est un état d'esprit. Et ce qui me gêne dans le wokisme, c'est que Valérie, on va empêcher quoi? La chasse, la pêche. Et vous imaginez, c'est le bonheur des gens de ces territoires. Là, on n'est pas dans des métropoles bétonnées avec uniquement du carrelage. On est dans la vie. Et donc moi, je pense qu'effectivement, on a ce débat-là sur la place des territoires, leur culture et leurs traditions respectées. Oui, Brice Sokol, peut-être un avis que je partage. C'est-à-dire qu'on c'est-à-dire que de Paris, on décrète. On ne peut pas avoir une vision centralisée sur tous les sujets. Voilà. La France, elle est multiple, la France est diverse, la France a ses cultures. Moi qui suis également un Méditerranéen, bien sûr que la course camarguaise fait partie du patrimoine local et territorial. Si demain on interdit ça, on va interdire les combats de chevaliers parce qu'il y a des chevaux. Enfin, voilà, cette espèce de dictature de la bien-pensante, voilà, et n'est pas conciliable avec la culture de nos territoires. Alors bien évidemment, il y a le respect de l'animal, je le comprends. Bien, ça doit être une priorité aujourd'hui, mais pas toujours aux dépens des mêmes. Bien sûr. Frédéric, oui. Oui, je réitère que oui, dans cette fracturation dont on parle dans le livre entre le local et le national, il y a aussi, oui, ce sentiment chez beaucoup que Paris, c'est vrai que c'est Paris complètement totémisé et stigmatisé, nous empêche de vivre notre vie. Alors, quand on interroge les Français sur, par exemple, la corrida, ils sont extrêmement nets, 3/4 sont contre la corrida, mais ils ne sont pas non plus sur l'idée d'une interdiction partout. Et on a tous en tête, ça a été un peu galvaudé, cette phrase de Georges Pompidou, cessons d'emmerder les Français. Et ce qui a mis les gens derrière les ronds-points, c'est bien sûr le travail qui paye mal. La question du pouvoir d'achat, cette France qui ne s'en sort pas. Une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio du mois de septembre nous avait tous frappés avec un Français sur deux qui, le 10 du mois, a moins de 200 € sur son compte. On sait ce que c'est, ce type, c'est même 100 €, même 100 €. Si je me trompe pas. Mais il y a quand même l'idée d'autonomie. La France est un pays centralisé, c'est notre histoire. On n'est pas l'Italie, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas l'Espagne. Il y a cette idée que le politique impulse les choses du haut, donc peut-être des métropoles et de Paris. Mais oui, la tendance lourde qu'on voit dans le livre, c'est faites épanouir 1000 fleurs, si je puis dire, pour citer l'autre, dans les différents territoires. On ne peut pas bâtir des politiques publiques uniquement à travers le prisme de la métropolisation.
Voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas 30% des Français qui vont décider pour 70%. Voilà, je pense que les politiques publiques doivent aussi s'adapter au territoire, et c'est un peu le sens de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la métropolisation, il faut qu'on change de vision en matière de politique publique dans ce pays. Ouais. Deux chiffres, on a 25% des Français qui vivent en commune rurale. Est-ce qu'on leur parle quand on parle dans les journaux télévisés, non. des mobilités, des pistes cyclables? Et puis, on a un chiffre, mais je pense que Patrick et Mehdi, vous savez par cœur, 70% des Français déclarent avoir besoin de leur voiture tous les jours. Ouais. Et Alors, nous, bien sûr. on est de ce point de vue-là déconnectés ici à Paris. Complètement. Vous voyez Ouais. Alors, Mehdi voulait réagir. En fait, ce que vous dites, c'est un plaidoyer anti-jacobinisme. Au fond, c'est que justement, c'est une question que j'avais envie de vous poser. C'est que dans votre livre, qu'est-ce qui ressort sur la notion du technocrate qui déciderait finalement de tout ce qui se passe dans les territoires depuis Paris? Que disent les Français sur ce sujet, sur la technocratie, sur la bureaucratie? Qu'est-ce qu'ils en pensent concrètement? Alors, on ne l'aborde pas comme cela, mais c'est vrai quand même que la décentralisation est passée par là. Il y a quand même eu les lois, les doubles lois des années 80 et 90 là-dessus. Il y a quand même des acteurs qui sont apparus, les régions, les grandes régions. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, quand on posait la question qui est un peu artificielle, quel est l'échelon territorial de trop, ça se concourait entre la région et le département. Maintenant, c'est clairement le département, ce qui est aussi injuste. Mais la région s'est imposée comme acteur qui peut irriguer, faire des politiques à l'échelle des territoires. Maintenant, c'est vrai, et le livre le montre, et ça sera mon coup de cœur, la question de la commune est centrale. Le maire, c'est l'acteur de référence. C'est l'acteur de confiance qui a gagné par forfait, puisque qu'est-ce qu'on a depuis des semaines à l'échelle, depuis des mois à l'échelle nationale? On a ce que j'appelle une éclipse du politique. Les gens se sont habitués depuis le 7 juillet à ne plus voir de politique, et ils s'en portent très bien. Quand le maire change la vie au niveau local. C'est la notion de défiance du politique national. C'est-à-dire que localement, que ce soit un maire, un président de conseil départemental, un conseiller général, etc., il y a un résultat. Il y a un résultat qui est visible. On construit un équipement public, on refait un trottoir, ça se voit, ça se perçoit. On met une police municipale, ça a des conséquences. Et les gens ne comprennent pas, a fortiori depuis 5-6 ans, la gouvernance nationale et cette défaillance du politique national. Il y a vraiment une remise en question de ce politique national qui fait beaucoup de communication, qui fait plus de communication que de politique, qui a peu de résultats concrètement, et les gens le perçoivent très très loin. C'est ce que vous montrez dans le livre. Ce sont des petits chapitres, je le précise, qui font 2 pages et qui évoquent tous les aspects quotidiens, les mots impôts, famille, qualité de vie, alimentation, industrie, et les conséquences que ça a sur les territoires. Et pour répondre à ta question, c'est dans notre ouvrage, les gens mettent plus en question le politique que l'administratif. C'est très intéressant. Le politique ne prend pas forcément ses responsabilités. Le politique n'est pas forcément courageux. Il y a un vrai sujet plus autour du politique que celui qui exécute que l'administratif. J'aurais plutôt dit l'inverse. Mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en France, une politique, ça s'incarne. Les gens ne diront pas Bercy a fait ça. Ils diront Bruno Le Maire. Son successeur, s'il est connu, car il est très peu connu. Et l'incarnation en politique, ça compte énormément. Moi, je suis frappé de voir que sur les 2 sujets, on le montre dans le livre et dans d'autres enquêtes, qu'est-ce qui est au cœur du déclin français, du sentiment que cette France qui tombe, malgré la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, c'est la santé, l'éducation, l'hôpital, l'école. Et les ministres ces dernières années, à part l'exception très notable de Gabriel Attal pendant les 6 mois où il est resté rue de Grenelle, sont des personnalités qui n'incarnent pas. Ils ne sont pas connus, et une politique, ça s'incarne. Alors, votre coup de cœur, Frédéric? Alors, mon coup de cœur, c'est... Où nous ont emmené les vachettes, vous vous rendez compte? On est allé très très loin dans les prés, on a bien pâturé. Non, mon coup de cœur, c'est une soirée qui a eu lieu hier au Folies Bergères de la Fédération des trucs qui marchent. C'est un jeune élu local qui a moins de 25 ans, alors ça serait formidable si vous l'invitiez, Valérie, qui s'appelle Raphaël Ruger, qui travaille au cabinet Évidence, qui est élu local d'une petite commune, d'une toute petite commune je ne sais plus exactement où ça se trouve, et qu'il m'excuse, qui s'est dit un peu les constats que l'on fait. Il faut regarder ce qui se passe au local. Le national n'arrive plus à changer la vie, mais au local, les maires
sont des acteurs qui font changer la vie. Et il y a 3 ans, avec Maïtena Birabin, avec maintenant de plus en plus de monde, il y avait des ministres qui étaient là hier soir, ils ont voulu mettre en avant des initiatives, la FTQM, la Fédération des trucs qui marchent. Et effectivement, alors je suis intervenu hier, interviewé par le grand Nelson Montfort pour parler du rapport des Français au maire, mais au-delà de ça, je trouve formidable ce travail qu'il a fait, parce qu'il fait ça, alors qu'il a son travail au cabinet Évidence, il fait ça quasiment toute l'année, il va dans toutes les communes de France et il voit des initiatives. Par exemple, un maire de Dordogne à Vérillac, si je ne me trompe pas, qui voyait une vraie usure personnelle, parce que faut pas oublier l'usure, l'épuisement des maires. On a vu toute une série d'enquêtes IFOP là-dessus, qui était prêt à lâcher la rampe, et il s'est dit je vais davantage associer mes citoyens. Il a fait créer des dizaines de comités et il a organisé 100 fêtes sur l'année 2023. Il a fait énormément de choses et il a créé une vraie co-construction, pas seulement une démocratie participative qui parfois est un peu artificielle quand le politique soit se repose sur les citoyens, soit ne prend pas du tout en compte ce qu'ils disent. Et donc cette très belle soirée, et je vous incite à aller voir le site de la Fédération des trucs qui marchent, montre à quel point, à l'échelle locale, dans le nord, dans l'est, dans tous ces petits territoires, il n'y a que 1000 villes de plus de 10 000 habitants. La France, comme pour les entreprises, c'est un tissu de petites communes. Il y a des initiatives et c'était vraiment une dose, un shoot d'optimisme dans ce contexte qu'on sait un peu morose. Vous voyez, un auditeur, Stéphane, me dit oui, des trucs qui marchent, mais pas pour longtemps. J'incite notre ami Stéphane à voir un peu ce qui a été, on va aller voir, ce qui a été dit. Et c'est vrai que c'est des solutions simples où à chaque fois, le maire donne un petit budget, fait travailler des gens ensemble et arrive à réenchanter la promesse du politique qui est changer la vie. Brice Sokol. Alors moi aussi j'ai un coup de cœur, je le dis, dans la continuité de ce que dit Frédéric, c'est la semaine du congrès des maires. Moi, je pense que les maires ont droit aussi à un coup de cœur. J'ai au moins 2 maires, un de centre droit, un de centre gauche, le maire du Creusot et le maire de Chalon-sur-Saône, qui ont fait un travail depuis 5 ans de réindustrialisation de leur territoire. Vous prenez le Creusot, vous savez, il y avait Schneider, ça a été abandonné pendant des années, vous avez aujourd'hui Framatome, et le maire se bat, quand je vous dis que le politique est important, que la volonté politique est primordiale, a fait venir sur son territoire 4 à 5 nouvelles entreprises qui vont créer entre 200 et 500 emplois sur une commune comme le Creusot, qui a été frappé de plein fouet par la désindustrialisation pendant des années, et qui fait ça de manière très intelligente, qui associe, qui fait venir des laboratoires de recherche, qui pense aussi le logement, qui fait venir des philosophes pour travailler avec des industriels, enfin, qui a une vision vraiment à 360 degrés de son territoire et de la manière dont il faut réindustrialiser ce pays, mais à son échelle. Et pareil pour Martin, à Chalon-sur-Saône. Donc il y a des élus qui font. Voilà, et qui font bien. On va en reparler, à signaler que Sud Radio sera au Salon des maires, les vraies voix, et Patrick Roger, il sera jeudi, demain c'est les vraies voix, et jeudi Patrick Roger qui recevra d'ailleurs ce jeune élu pendant son émission. On se retrouve dans un instant avec vous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec vous jusqu'à midi. Alors on continue le tour de table, on a fait beaucoup de digressions passionnantes. Patrick, vous aviez... Alors oui, on va commencer avec vous, Patrick Vignal. Moi, mon coup de gueule, c'est le nouveau monde et l'ancien monde. Mais vraiment, ça mérisse les poils, en fait, parce que, en politique, on ne connaît pas le compromis. Et vous savez, j'ai voté des lois, certainement, où j'ai fait beaucoup d'erreurs, parce que c'est la vérité, mais le non-cumul des mandats, quelle grosse erreur. Parce qu'en fait, on a mené à l'Assemblée nationale à la fois des gens qui n'avaient pas de vécu, qui n'avaient pas d'histoire. La politique, c'est un métier, c'est de la chair. La politique, si vous voulez, c'est de l'expérience, c'est de transmettre. Et donc, on s'est retrouvé effectivement en 2017 avec à la fois le Nouveau Monde, la team entreprise, et en 2022, désolé pour certains députés LFI, mais de quoi ils parlent, voilà. Et donc, si vous voulez, la fracture qu'on a encore plus avec les territoires, parce que quand vous aviez un maire qui avait un vécu, qui savait faire un budget et qui savait d'abord parler à l'opposition. Moi, j'ai fait un mandat avec Georges Frêche, qui était quand même un sacré mentor. J'avais la plus grosse délégation de la ville, sport, maison pour tous, culture. La priorité que je faisais d'abord, c'était m'adresser aux citoyens. Pas faire pour eux ou contre eux, mais avec eux. Avec des cahiers de doléances dans les maisons pour tous, avec des printemps de démocratie avec Anne Mandrou. Et après, j'allais voir ma majorité. Alors qu'aujourd'hui, Valérie, et on est fautif, c'est le gouvernement d'Hollande, est arrivé après Emmanuel Macron
avec des projets intéressants, mais la start-up nation, la team entreprise, la politique, ce n'est pas de l'entreprise. On peut se servir des méthodes de l'entreprise, mais la politique, c'est de la chair, c'est incarner quelque chose. Il faut que quand vous rentrez dans une salle pour rencontrer les gens, à la fin, ils se disent, lui, il nous aime, lui, il nous entend, et lui, il a envie d'œuvrer pour nous. Ouais, lisez le livre d'Elisabeth Martichoux. Il faut lire votre livre aussi. Et de Catherine Mangin, qui parle de la volonté de se présenter viscérale et où il n'y a pas beaucoup de place pour les individus dans leur livre. Alors, moi, je partage complètement ce que vient de dire Patrick. Ça rejoint votre livre, complètement. Absolument, ça rejoint le bouquin. Et Parlons-nous la même langue. Parlons-nous la même langue. Et le titre est bien choisi. Parlons-nous tous la même langue. Le sujet, c'est le sujet aussi de la gouvernance publique. Enfin, on l'a vu... Vous avez participé au premier gouvernement Macron. Je me souviens à l'époque, vous étiez en 2017, il y avait 314 parlementaires de la majorité. Dans la deuxième mandature, il y en avait 172 et aujourd'hui, vous en avez 95. Et je me souviens à l'époque, on disait les élus locaux, ça ne nous intéresse pas. Les sénateurs, ça ne nous intéresse pas. Sauf que dans la deuxième mandature Macron, quand il a fallu travailler sur la loi immigration, on est allé voir le Sénat. Elle a d'abord été déposée au Sénat. Et aujourd'hui, où nous sommes dans une majorité plus que relative, vous avez 11 sénateurs qui sont au gouvernement, vous avez des élus locaux. Donc j'ai le sentiment, peut-être un peu tardivement, qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de faire revenir dans la gouvernance publique nationale des gens d'expérience. Ouais, ça se voit pas trop au gouvernement. Il y a beaucoup de sénateurs, beaucoup d'élus locaux. Il y a plus que d'habitude. Si je peux me permettre sur ça, excusez-moi. 117 ministres sont passés depuis 2017. Je vais être dur, la société civile, souvent, n'est pas prête à rentrer dans la vie politique. Le seul qui l'a incarné, il s'appelait Éric Dupond-Moretti. Parce que on aime, on n'aime pas Dupond-Moretti. D'abord, il ne laisse pas indifférent, et il incarnait cette chair, si vous voulez. Et donc, ce n'est pas de la technique, la politique, c'est tout sauf de la technique. Moi, j'ai besoin d'une forte administration, et après, le politique doit choisir, doit aller porter une parole. Mais regardez les personnalités de la société civile, ça n'a jamais fonctionné non plus. Objectivement, ceux qui ont percé dans l'opinion publique, ça a été Marlène Schiappa, ça a été un petit peu Agnès Buzyn. De la chair, qu'on veuille ou pas, on aime, on déteste. Mais pour quel effet c'est clair que quand je dis incarner, c'est sortir du néant, de l'absence de notoriété. Mais c'est vrai. J'ai envie de vous dire, ok, il y a l'incarnation, mais il y a le faire. Enfin, c'est pourquoi faire. Pourquoi faire? Mais c'est vrai que si vous avez un bon communicant, mais que derrière il y a rien. Vous avez tout à fait raison, Valérie, sur un point. Le drame du politique à l'échelle nationale, c'est qu'il ne change plus la vie. On a le sentiment que c'est à l'échelle locale que tout se passe, qu'on voit concrètement les bienfaits du vote. Le vote, c'est quoi? Le vote, c'est un contrat entre des représentants et des représentés. En échange de mon vote, tu contribues, et je pense à Georges Frêche, qui disait, avec son langage fleuri, ne me faites pas, voilà, je vous ai construit 3 patinoires, 4 médiathèques, et j'ai changé la ville de Montpellier. Bon, c'est une autre époque. Par rapport à ce qu'a dit Patrick sur le cumul des mandats, l'analyse des sondages est extrêmement intéressante et il faut se méfier d'une lecture rapide des sondages. Parce que sur le principe, et j'ai encore posé cette question il y a quelques semaines, les Français restent opposés à la fin du cumul des mandats de l'ordre de 1/3, 2/3. Mais au-delà du principe, sur le plan des pratiques, quand dans une ville, et l'IFOP fait en ce moment beaucoup d'enquêtes locales dans des petites villes, des grandes villes au-dessus de 10 000 habitants, je pose la question suivante, et on me la demande fréquemment. Votre maire, monsieur X, était par le passé député maire. Est-ce que pour vous, c'était une bonne chose? Je vous dis un peu la question telle qu'elle est posée, pas très bien, mais c'était une bonne chose pour vous, pour le développement de votre commune et pour le rayonnement de votre commune? Clairement, voilà, on a 3 quarts d'adhésion. Donc sur le plan du principe, il y a cet imaginaire un peu dégueulasse de dire plus il cumule, plus il gagne, il s'en met pas les poches. Je rappellerai le salaire du maire de Berlin, 17 000 euros. Voilà, c'est rien à voir avec celui de la maire de Paris. Beaucoup moins, on peut dire ce qu'on veut, mais beaucoup moins. C'est combien le salaire de la maire de Paris d'ailleurs? Je crois que c'est entre 7 et 8 000 euros, quelque chose comme ça, peut-être, mais en tout cas en dessous de 10 000 euros. Mais en tout cas, c'est un métier tellement exigeant qu'il doit être payé pour être à l'abri des pressions, etc. Et c'est vrai que sur le plan des principes, on est toujours sur un maintien de cette étanchéité sphère locale, sphère nationale, mais elle a des effets absolument dévastateurs parce que toutes les bonnes pratiques qu'on vient de vivre avec la Fédération des trucs qui marchent n'arrivent pas à oxygéner
Et du coup, quelle solution? Parce qu'en fait, on voit, je pense qu'on est tous d'accord sur ce que vous dites. Le constat, il est parfait. Franchement, j'ai qu'à écouter. Mais on voit la mauvaise articulation qu'il y a entre le national et le local. Mais quelle solution on peut trouver pour que justement ça puisse s'arranger finalement? Mais la solution, c'est faire confiance aux communes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pendant la crise des Gilets jaunes, j'étais le seul parlementaire de la Macronie à faire 9 débats. J'ai rencontré 2000 Gilets jaunes. Et Gilbert Collard, qui était le député RN du Gard, m'a envoyé les plus durs. Quand tu mets 500 personnes dans une salle et que tu leur dis, écoutez, on ne sortira pas tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions qu'on va écrire et qu'on va faire monter au national, les gens te font confiance. Mais ça prend du temps, c'est de l'énergie, tu prends des coups, tu réponds pas et tu essayes de récupérer tout ce que veulent les gens. Le vrai débat sur le cumul, Valérie, c'est qu'on aurait dû dire pas de cumul d'indemnité. Parce que les Français, ils aiment à la fois, ils détestent les politiques. Tiens, si vous êtes maire et député, eh bien, vous avez un cumul d'indemnités qui s'arrête. Vous pensez que c'est ce qui peut... Oui, une grande partie. Et après, les Français, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a dit, les Français ne veulent pas de cumul, on les écoute. Mais Mitterrand, quand il a fait une peine de mort, il n'a pas eu cette idée de dire, je vais contre l'avis du peuple. Aujourd'hui, le politique est devenu une tête de gondole. Vous allez au supermarché, à la fin, vous rajoutez les chewing-gums parce que c'est moins cher. On a perdu, en fait, toute l'identité de qu'est-ce que c'est la politique, à quoi elle doit servir. Et enfin, il y a une rupture entre le maire et le Parlement national. Mais c'est impensable, ça. Et moi, j'ai fait ma loi sur le changement de nom issu de la filiation. En 2021, il y avait 4000 changements de nom. Aujourd'hui, avec le garde des Sceaux, l'ex-RSE, on est à 160 000 changements de nom. Je l'ai fait, cette loi, contre ma majorité. C'est une mesure d'élu local, simple, qui contribue à changer la vie. Mais une femme qui est violée par son beau-père de 5 ans, 17 ans, elle peut changer de nom. Ou quand vous avez Rotaillot au buffet qui me dit en CMP, nous on donne pas la vie, on veut pas que la femme donne le nom, mais la génération de nos enfants, ils se marient, ils mettent le double nom. Et donc il faut qu'on soit en avance des choses. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous, avec Frédéric Dabi, Brice Sokol, Patrick Vignal et Mehdi Raïch. On parle beaucoup de votre livre et c'est très bien parce qu'on voit que tous les sujets finalement qu'on évoque de notre quotidien, de la politique, nous ramène à cela. Avec quand même, si je puis me permettre, une ligne rouge, plutôt un fil conducteur dans le livre, c'est une explication avec Brice, une hypothèse que l'on fait. Est-ce que la crise du politique, c'est bien sûr l'absence de résultats à l'échelle nationale, le politique qui change plus la vie comme ça a été dit, mais est-ce que c'est pas aussi un décalage entre une classe politique ultra fracturée, très arc-boutée sur le clivage gauche-droite, et on le voit d'ailleurs dans nos enquêtes Sud Radio, un clivage gauche-droite qui s'est effondré sur l'insécurité, sur l'immigration, sur le service public, sur l'éducation. C'est une crise de l'écoute et du constat. Les Français veulent que leur constat commun soit pris en charge et ce n'est pas le cas. Oui, il y a un manque de repères dans le champ politique aujourd'hui. Oui, complètement. Vous vouliez évoquer le Mercosur, Brice Sokol ? Oui, c'est un peu ce serait un peu mon coup de gueule, si je puis dire. Il y a dans notre ouvrage avec Frédéric, on a toute une page sur l'Europe. Et on voit bien qu'il y a un vrai désaveu des Français à l'égard de l'Union européenne. Il y a eu, on se souvient tous, le traité de Maastricht à 51%. Il y a eu ce refus du traité constitutionnel en 2005. Et puis finalement, les Européens ont fait le traité de Lisbonne derrière et l'ont adopté non pas par référendum, mais l'ont adopté par voie parlementaire. Et là, on a, c'est un autre exemple, le Mercosur, où la présidente de la Commission européenne vous dit finalement, il n'y aura pas de ratification du Parlement, il n'y aura pas de européen, il n'y aura pas de ratification des parlements nationaux. On va scinder le traité en deux. On va sortir la partie politique de la partie commerciale, parce que la partie commerciale, c'est uniquement la Commission européenne. Donc ça suffit. Je veux dire, si on veut faire détester l'Europe, encore plus qu'elle ne l'est, continuons comme ça. Voilà. Donc c'est un peu mon coup de gueule du matin, c'est qu'il faut respecter les peuples, et l'Union européenne arrive à un moment de son histoire où là, le politique doit reprendre la main. Trois sujets. Oui, mais comment ? Trois sujets pour reprendre. On vient de se réveiller en Europe avec 3 crises qui changent complètement les fondamentaux. La crise énergétique. Le prix de l'énergie va augmenter. Le gaz russe, c'est fini. Premier sujet énergétique. Deuxième sujet, la Chine.
La Chine, voilà, c'est pas la manufacture du monde ouverte à tout le monde. C'est terminé. Voilà, ça aussi. Et troisièmement, sur le plan de la sécurité, on avait jusqu'à présent le parapluie américain. Je pense que demain, on ne l'aura plus. L'Europe se réveille en disant « ma sécurité, ma sécurité ». Voilà, il y a des grands thèmes qui n'ont pas été traités, qui doivent être traités. Évidemment, la transition énergétique reste une priorité, mais sur les fondamentaux que sont le commerce, la sécurité, on peut y rajouter l'immigration, sur ces grands sujets-là, et la défense, l'Europe est à la traîne. Et là, on nous dit, finalement, on n'a pas besoin des peuples, le Mercosur, on va le faire entre nous. Ouais. Non, ça, c'est pas possible. Ouais, non, mais c'est terrible. Et surtout qu'il y a une opportunité assez... intéressante. Après l'élection de Trump, on a posé des questions pour les rencontres de l'avenir sur la confiance dans l'Europe pour faire face au bloc américain, pour protéger les Européens. On est dans un moment où l'euroscepticisme s'est quand même effondré. Les Français ont vu l'Europe pendant le Covid, ils l'ont vu pendant la guerre en Ukraine avec une certaine imperfection, mais ils l'ont vu. C'est un acteur qui est davantage incarné. Et on trouve certes une minorité de Français, mais près de 40 à 43% qui sont sur une confiance compte tenu des dangers ou des menaces autour de nous. Une présidence Trump qui va être très incertaine, comme on peut l'imaginer. Une Chine qui va profiter peut-être de ces 4 ans de Trump pour régler son compte à Taïwan. Ça fait quand même... C'est très bien que le pouvoir chinois sait ce qu'il veut, il a un cap, il a un objectif et n'en démord jamais, un peu comme Vladimir Poutine. Et donc dans ce cadre-là, l'Europe a peut-être une opportunité de soutien de l'opinion publique. Oui. Réflexion. Donc finalement, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que l'Europe, elle a aussi vu un repère en temps de crise. Elle peut être comprise comme un repère en temps de crise, alors que le discours, moi je me place en tant que simple citoyen, pas analyste. Le discours que j'entends souvent, c'est que justement l'Europe est un énorme, et un défaut, c'est même plutôt un carcan difficile pour la France c'est difficile pour la France de sortir de l'Europe, l'euroscepticisme. Mais finalement, ce que vous dites, c'est que en temps de crise, on le voit avec Trump, avec Vladimir Poutine, avec la Chine et possiblement avec le Mercosur, ça devient un repère pour 43% des gens. C'est une question de confiance. Mais du coup, l'analyse, elle est quand même intéressante parce que c'est pas le discours ambiant. Enfin, du moins, politiquement, dans le champ politique français, c'est pas du tout ce qu'on entend, non seulement sur une partie de la gauche, incarnée par LFI, mais aussi par une grosse partie de la droite, la droite conservatrice, on va dire, de Reconquête jusqu'au Rassemblement national. Donc il y a une dichotomie ici qui est intéressante. Mais je pense que vraiment l'objectif, c'est l'Europe politique. Il faut qu'on avance. Enfin, on est en espèce d'entre-deux en ce moment. Voilà, c'est ni une Europe fédérale, ni une Europe des nations, c'est une Europe du libre-échange, mais c'est un moment crucial pour notre avenir, nos avenirs nationaux et l'avenir européen éventuellement. Et malheureusement, on a les deux moteurs de l'Europe qui sont en faiblesse totale. On a un gouvernement français qui n'a pas les moyens de gouverner parce que la dissolution, et on a une Allemagne extrêmement aussi affaiblie, qui est un peu dans le même contexte. Sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, pour la politique, il faut savoir l'incarner. Est-ce que selon vous, l'Europe, elle est incarnée aujourd'hui par quelqu'un ou une institution en particulier? Les deux moteurs, c'était la France et l'Allemagne qui sont en difficulté. Et peut-être le rôle d'Emmanuel Macron, à mon avis, il y en a deux. Tu répares, tu casses. Rappelez-vous Gabriel Attal. Il faut que le président retourne sur le terrain. Il ne faut pas qu'il finisse un mandat en 2027 par la petite porte, parce que ça serait désastreux pour la France. Et le deuxième thème qu'il doit avoir, c'est réunifier l'Europe. Et donc, moi, je pense est-ce que c'est seulement possible aujourd'hui dans le... En politique, tout est possible. Je pas toujours après une chose, tu es jamais mort. Et n'oublions pas, malgré la difficulté d'opinion terrible que connaît le président, il est à des niveaux extrêmement bas, sauf le François Hollande de 2014 dans le baromètre JDD était plus bas que lui. 2014, hein. 2014. Il est encore, Emmanuel Macron, qu'au début de son mi-mandat. Son mi-mandat a commencé que le 24 octobre. Donc il a quand même une forme de durée et il ne faut pas sous-estimer cela. Il y a aussi une ambiance de fin de règne, finalement. Elle est là depuis 2022. Depuis 2022, depuis cette campagne présidentielle tronquée, percutée par le Covid, phagocytée par la guerre en Ukraine, c'est vrai que vous avez tout part peut-être de là, parce que cette campagne présidentielle, contrairement aux précédentes, n'a pas été ce grand moment de débat cathartique. Ça a été une sorte de formalité expédiée. Et je pense que beaucoup de nos mots viennent de là. Et il faut rajouter aussi Valérie, qui ne pouvait plus se représenter, parce que quand même, on va se le dire, il n'y a pas d'amis en politique. Mon ami sur des estrades et par derrière, tu as des couteaux dans le dos, donc tu as intérêt à faire de la muscu, avoir un couteau large. Ce qui s'est passé en 2022, le fait de ne pas se représenter, les petits chevaux sont sortis de l'écurie aussi, ça c'est un vrai débat aussi des présidentielles. Donc les vachettes, les dindes, c'est un vrai vestiaire. Mais vous voyez, j'ai des auditeurs qui me disent on veut le Frexit.
C'est-à-dire, et vous l'évoquez, vous évoquez dans le livre, en fait, cette rupture qu'il y a, ce rejet de cette Europe qui est perçue, ce que vous évoquez, comme néolibérale, cosmopolite, interventionniste, bureaucratique. Et les termes sont intéressants. C'est vraiment ce que vous citez. Oui, alors c'est vrai que sur le Frexit, on a fait des enquêtes là-dessus. Dans les années 2015-2019, parce qu'il y avait l'arrivée de Trump, parce qu'il y avait le Brexit, on avait parfois presque 40 à 45% des Français favorables au Frexit. Pardon pour vos auditeurs qui comptent, ils ont le droit d'avoir cette opinion. On a reposé la question du Frexit il y a quelques mois dans le contexte de l'élection européenne. On avait moins d'un Français sur 5 favorables au Frexit parce que l'euroscepticisme, qui est toujours très structurant dans l'opinion publique, on va commémorer le 29 mai ou célébrer, ça dépend, les 20 ans du référendum, cet euroscepticisme s'est effondré. Écoutez le discours du RN sur l'Europe. Il est quand même beaucoup plus atténué qu'il y a quelques années. À une époque, c'était on devait sortir du cadre, et maintenant on est parfaitement dans le cadre. Bien sûr. Bien sûr. Et paradoxalement, on sent un désir de souveraineté. Les Français, c'est un peu aussi le résultat de cette étude, pour eux, ce qu'ils appellent le déclin, c'est un peu notre père de souveraineté. L'exemple du médicament, par exemple. Souveraineté. Le Covid a été un moment très fort. Ça a montré les faiblesses. Et ce qui est intéressant, excusez-moi, je fais un petit parallèle, mais ce qui m'a frappé, comme vous, j'ai écouté la première prise de parole de Trump. Moi, il y a 2 phrases qui m'ont frappé. Je me dis, mais c'est vraiment du bon sens. Pourtant, au-delà des considérations politiques de chacun, il a dit 2 choses. Il a dit, une promesse forte est une promesse tenue. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit dans le bouquin. C'est une promesse forte et une promesse tenue. Voilà. Ça, c'est très important. C'était sa première des paroles. Et sa seconde parole, moi, elle m'a beaucoup plu sur le fond et sur l'image. Il a dit, nous allons prendre soin de notre pays. J'aime bien cette notion de prendre soin. Oui, mais le Caire, c'était déjà... Qui est-ce qui l'avait évoqué? C'était Obama ou Oui, c'était Obama. C'est Martine Aubry qui l'a repris pendant sa campagne en 2010. Prendre soin... Et Ségolène Royal. Et Ségolène Royal. Mais cette notion de prendre soin à un moment où les services publics sont défaillants, à un moment où on ne prend pas peut-être en compte les différents particularismes territoriaux, ou des entreprises ferment dans des territoires en faiblesse, je pense qu'il faut prendre soin. Je ne dis pas qu'il faut qu'un État-providence, mais prendre soin, ça fait partie d'un devoir national. Et c'est aussi un devoir de souveraineté. Parce qu'il y a aussi la question de l'incarnation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il sait l'incarner. Prendre soin de quelqu'un, il y a cette notion de « je serai proche de vous ». Je vous aiderai. Quoi qu'il arrive, toutes les difficultés, on va les surmonter, on va galérer, mais on va surmonter ensemble. Et cette notion-là, c'est vrai qu'elle est c'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est un sentiment chez les Français? Ils n'ont pas du tout l'impression d'être soutenus par les politiques, qu'on s'intéresse à eux, qu'on fait des choses pour eux. Effectivement, c'est un des. L'hôpital ne fonctionne pas, l'école ne fonctionne pas, la police ne fonctionne pas, la justice ne fonctionne pas. C'est plus la justice que la police. Il y a un vrai crédit vis-à-vis de la police depuis des années. Mais quand je dis ne fonctionne pas, c'est-à-dire que. Mais cette crise, depuis quand elle remonte, c'est là où peut-être la Macronie, on n'a pas su dire les choses. En 2000, là, on a perdu les élections. Il fallait le dire le lendemain. Quand vous dites aux Français les choses, ils vous pardonnent. Et je trouve que c'est paradoxal. Nous avons perdu les élections. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et quand vous faites un audit, Valérie, sur l'hôpital, sur la justice, sur la police, sur les services publics, mais ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté. Je crois que dans le bouquin, on doit parler aussi des territoires perdus. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? On a parqué des gens. On a fait des gens dans l'entre-soi. Dans l'entre-soi des pauvres, l'entre-soi des riches. Et moi, je suis désolé, on peut parler d'amour en politique. On peut incarner, prendre soin des gens. Et vous avez l'impression que le petit, quand il vous parle vraiment, en fait, ce qu'il vous dit, il ne le pense pas, il ne le ressent pas, il n'incarne pas. Voilà le problème de la politique aujourd'hui. Moi, je regarde les gens sur les plateaux TV, je me dis, ils sont venus avec des éléments de langage, de la communication, ils débitent des éléments. C'est pas ça, la politique. Quand vous voyez Emmanuel Grégoire ce matin, la photo où il est sur son vélo devant les voitures de fonction de la mairie de Paris, qu'est-ce que vous voulez avoir? Comment vous voulez croire? Mais les gens n'y croient plus, ils n'y croient pas à ça. Mais non. Tout à l'heure, on parlait c'est aussi la notion de baisse du qualité du personnel politique. Lorsque vous évoquez le fait qu'on a fait rentrer dans la société civile, dans la politique, la société civile, ça rejoint aussi la baisse du qualité du personnel politique. Lorsqu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, peu importe notre obédience politique ou philosophique,
lorsqu'on voit certaines personnalités, je pense à Monsieur Delougou, je pense à... les gens se disent, mais en fait, je peux pas faire confiance à des gens comme ça m'intéresse pas, je peux pas filer des responsabilités à ça. En fait, la défiance, ça vient aussi de celui qui va incarner au quotidien, au Parlement. Ce que vous dites, je suis allé à Marseille, moi, 3 fois. Ouais. Moi, j'ai porté 2 lois. Changement de nom, voter la majorité, l'unanimité. La médiation sociale à l'unanimité. Je suis allé 3 fois à Marseille, d'accord ? Et j'ai rencontré des gens, mais les Français, c'est pas des neuneux, mais à un moment donné, ils vont élire quelqu'un qui leur ressemble. Alors, ce matin, dans Libération... La proximité identificatoire, c'est absolument fondamental. Et c'est pour ça que le maire ne peut pas tricher. Il peut pas tricher sur la promesse non tenue. Non. Il vous a promis un équipement. Ouais. Les gens, ils passent tous les jours devant. Si l'équipement l'école, c'est pas quelque chose. Ça se voit tout de suite. Et donc, le maire, c'est à la fois une sorte de proximité admirative, une forme de verticalité, mais également, et ce qui manque au national, une proximité identificatoire. Il est comme moi, il me ressemble, il peut changer les choses comme moi j'ai envie de le faire. On va en parler ce matin. Libération consacre tout un dossier à des solutions pour plus de démocratie. Gaspard Koenig, lui, dit donner plus de pouvoir aux citoyens avec des référendums locaux comme en Suisse. Est-ce que ça peut être parce qu'il fait le même constat que vous Alors, je pense qu'il y a... Je ne sais pas si on en parle maintenant. Non, on va marquer une pause, petite pub, et puis voilà. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, on n'a absolument pas... Si on a à peu près respecté le programme, voilà, on a à peu près respecté le programme. Juste, je voudrais qu'on dise quelques mots de Jordan Bardella, qui était l'invité hier de nos confrères de BFM TV. Alors, est-ce qu'il s'est trouvé en difficulté ou pas ? Écoutez cette sortie et la façon dont il se justifie. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne, Jordan Bardella. Attendez. Maxime ? Si Marine Le Pen est condamnée ? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça c'est ce que vous dites. C'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez de d'édicter. Est-ce qu'il a fait une erreur Est-ce qu'il a fait une erreur C'est pas moi. Mehdi Raich. Pour moi, il a fait une erreur de communication. Alors, on peut jouer sur les deux tableaux à dire qu'il ne l'a pas fait, mais au final, il a dit ce qu'il a dit. Et il y a 2 cas de figure possibles. C'est soit effectivement Marine Le Pen, elle est condamnée, et il a joué sa carte, donc il prendra la suite pour la présidentielle. Donc c'est aussi une manière de se placer. Soit il a fait une énorme erreur et il a planté un couteau dans le dos de Marine Le Pen. Ouais. Donc pour moi, dans les 2 cas, c'est très mauvais. Parce que en fait, j'ai pas l'impression qu'il peut incarner la suite. Marine Le Pen, peu importe ce qu'on pense du Rassemblement national, si on se passe d'un point de vue juste de stratégie, elle est parfaite là où elle est pour le Rassemblement national. Je pense pas qu'elle puisse incarner plus que ça. Elle est très bien là où elle est. Là où, pour moi, Jordan Bardella fait une erreur, c'est qu'il doit pas dire ça à ce moment-là. Faut pas dire ça. En plein procès. En plein procès, tu dis pas ça. Enfin, je trouve ça. Tu es là pour la soutenir, t'es pas là pour lui planter un couteau dans le dos. Moi, je sais pas. D'abord, on a un excellent Maxime Suitec qui relève bien. Déjà, c'est important à préciser. Et moi, je suis pas certain que ce soit une erreur parce que je pense que le couple fonctionne excellemment bien. Alors que les autres couples souvent fonctionnent pas. Il a raison, Maxime Zoutek. C'est-à-dire que si elle est condamnée, ça veut dire que selon ce qu'il vient de dire, elle ne pourra pas se prononcer. Oui, mais Valérie, ça vous a pas échappé que depuis le début, elle explique qu'elle est dans son droit. Leur défense, c'est je n'ai rien fait de mal et ce que j'ai fait avec mes assistants, d'abord, le MoDem l'a fait. Elle est restée sur cette idée, je n'ai rien fait, je ne veux pas être condamnée. Peut-être qu'en jouant ça, il se met la partie d'opinion, parce que moi, j'ai vu franchement, dans ma circonscription, quand je parlais de Bardella, les gens me disaient « Oh, il est beau, il est très bien, il est sur TikTok. » Parce qu'on a ça aussi. On a une jeunesse un peu perdue. Ouais. Donc moi, je pense que
Je ne vois pas Bardella mettre un coup de couteau à Marine Le Pen. Je vois plutôt un Bardella travailler sur elle ne sera pas inéligible parce qu'elle n'a rien fait, elle sera candidate. Oui, sauf que si elle est condamnée, on va lui ressortir cette phrase en disant voilà, elle est condamnée, donc. La réponse de Bardella, c'est la faute de Macron, c'est la faute de l'ancien garde des Sceaux qui est derrière la justice. En politique, malheureusement, ça marche, la victimisation. Très utile. Oui, et puis alors, par rapport à ce qu'a dit Patrick, les Français, il ne faut pas oublier. D'une part, sur ce procès, c'était nos conversations des Français, IFOP Fiduciel pour Match et Sud Radio, n'ont parlé du procès qu'à 19%. On est dans ce contexte d'indifférence un peu générale. Quand on pense au procès de Mazan, dont on a parlé il y a quelques semaines ensemble ici, Valérie, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, les Français, par rapport à ce que tu dis, Patrick, sont pas sur une logique de tous pourris. La critique majeure, c'est tous impuissants. Tous impuissants à résoudre des problèmes, à changer d'avis. Et puis, troisièmement, j'avais été frappé par un chiffre dans notre nouveau baromètre politique avec Ouest France sur la vie dans les territoires. On demande quelles personnalités comprennent le mieux la vie des Français dans tous les territoires, arrivant en tête Marine Le Pen et deuxièmement Bardella. Donc, et bien sûr, la gauche radicale, Mélenchon dernier, Emmanuel Macron à un niveau très faible également. L'atout proximité reste fort. Maintenant, c'est vrai, il y a une procédure judiciaire. S'il y a cette exécution provisoire de la peine d'inéligibilité, effectivement, ça serait quand même un coup d'arrêt majeur pour Marine Le Pen. Et la dernière fois qu'une justice s'est occupée d'un présidentiable, c'était DSK en 2011. François Fillon en 2017, ça leur a pas réussi. Ça, c'est très risqué, ce qu'il dit. Oui, c'est très risqué. Brice Sokol. Oui, moi, il a fait une erreur ou pas, à votre avis ? Écoutez, je pense que la question, elle n'est pas à se poser en ces termes-là. Je pense qu'il faut pour moi, il faut regarder la France d'aujourd'hui, il faut regarder les résultats des élections européennes, et il faut regarder le premier tour des élections législatives. Quand vous regardez la carte de France, le premier tour des élections législatives, 95% du territoire est en bleu marine. Voilà. Donc pour moi, le sujet, il est là. Plus que Bardella, Marine. Je pense que les Français, je rejoins ce que dit Frédéric, c'est pas un sujet pour les Français. Je pense que le sujet des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est leur quotidien, sont toutes les questions de proximité. Je pense que Bardella, Marine, pour eux, c'est pas un sujet. C'est le Rassemblement national. Non, c'est pas un sujet, sauf que ça va en être un. Ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Pour moi, mais si c'est pas l'un, ce sera l'autre. Il a créé potentiellement une situation, ça peut être explosif pour lui. Ouais. Si vous pensez que vos politiques sont déconnectés de la réalité, qu'ils ne savent plus répondre à vos besoins ni à vos attentes dans les territoires, eh bien lisez le livre de Frédéric Dabi et Brice Sokol, Parlons-nous tous la même langue, comment les imaginaires transforment la France, aux éditions de l'Aube. Ce sont des petits chapitres qui reprennent des mots tirés d'une étude qualitative sur les sujets qui intéressent les Français et sur cette fracture qu'il peut y avoir entre le local et le national. C'est la base d'un programme politique, quasiment. Parce qu'on montre qu'il y a beaucoup de communs et pas une fracturation aussi forte qu'on le dit sur beaucoup de sujets. C'est ça un peu l'inédit. Juste une petite question. Frédéric Dabi, candidat pour 2027. Je soutiens. Ça vous a pris combien de temps pour faire le livre ? Le qualitatif, on l'a fait en 1 mois et demi, 3 mois environ. Rapide. Brillant en tout cas. Merci à tous les 4 et on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Merci beaucoup. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.